un peu partout commencent les développements professionnels continus, qui remplacent un peu la formule formation continue. Nous avons donc voulu, au niveau du service, commencer les développements personnels et professionnels continus en rhumatologie, donc ce qu'on appellera les DPCR. Nous sommes les DPRC. Nous sommes aujourd'hui à notre première expérience. Et pour commencer, nous avons choisi parmi les brillants ceux qui vont nous apporter un éclairage sur les microcristaux dont on parle ensemble depuis très longtemps, qui sont la passion depuis plusieurs années du professeur Thomas Bardin, qui, en plus d'être le brillant rhumatologue français que vous connaissez, internationalement connu aussi dans tout ce qui concerne la pathologie microcristalline, la goutte. Et je l'ai vu à la télévision il y a quelques jours en me levant le matin sur France 2, n'est-ce pas? Mais pas du tout, c'était un plaisir. Et je me dis qu'on a vraiment beaucoup de chance de le compter parmi les rhumatologues auxquels nous portons beaucoup d'admiration et d'affection. Et je dirais surtout que j'ai aussi beaucoup de chance de le compter parmi mes amis. Et je suis toujours... merci beaucoup. Et je suis toujours très heureuse et ravie de le retrouver chaque fois que possible. Alors, il vient aujourd'hui en nous présentant quelqu'un que nous ne connaissions pas, si ce n'est à travers la littérature, parce qu'on a lu ses articles sur les microcristaux et sur la pathologie microcristalline. J'espère ne pas écorcher son nom. Le docteur Ang Kong Ea. Parfait. Et ce sera un plaisir pour nous, évidemment, de le compter aujourd'hui parmi nos collaborateurs. Et j'espère que ce sera aussi une collaboration continue et que tous les deux, vous nous apprendrez, j'en suis sûre, beaucoup de choses sur les microcristaux, comment les regarder, comment les voir, comment les interpréter. Le professeur Fedwa Al-Lali, qui va venir d'ailleurs devant, Fedwa, qui est le maître d'œuvre également de la mise en place de ces développements professionnels, et on s'amuse beaucoup avec elle quand on est ensemble à dire développement personnel. D'ailleurs, ça m'a échappé tout à l'heure. Développement professionnel et personnel continu en rhumatologie m'a donc aidé à mettre au point ce programme. Elle nous parlera d'ailleurs cet après-midi de l'actualité des microcristaux. Et nous allons essayer d'être le plus informel possible, le plus pratique possible, d'échanger au maximum. Nous sommes entre nous. On parlait de famille tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Et ensuite, nous verrons au fur et à mesure que nous travaillerons sur ces ateliers, s'il faut les maintenir le samedi, si vous préférez un autre jour. Mais la philosophie de ces ateliers, c'est vraiment de travailler ensemble, de poser des questions, d'être interactif, d'apprendre et de passer à la pratique, puisque tout à l'heure, nous irons avec le docteur Ea regarder aussi les microscopes et les microcristaux au microscope. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est le programme suivant. On va commencer d'abord par une auto-évaluation. Elle va être présentée par le docteur Souad Aktao, qui va vous permettre de faire une auto-évaluation pour vous-même. Ce n'est pas une évaluation ni qui sera notée, ni qui sera regardée. Vous faites votre propre auto-évaluation au début. Nous ferons ensuite une auto-évaluation à la fin. Vous aurez ainsi mesuré le parcours que vous aurez fait dans la journée. Est-ce que l'atelier vous a profité? Est-ce qu'il ne vous a pas profité? Quelles sont vos réflexions? Et nous ferons ensuite une évaluation ensemble ultérieurement pour voir comment progresser sur ces ateliers. Et les réponses aux questions qui vous seront posées ce matin, moi je ne sais pas du tout comment ça s'est organisé, donc je vais découvrir ça avec vous. Et non, très bien, mais on va voir justement avec l'équipe qui s'est occupée de mettre en place les questions, qui nous donnera donc les réponses à la fin de la journée. Voilà, alors nous allons commencer. On n'est pas pressé par le temps, mais enfin on va quand même essayer de ne pas trop déborder, mais nous ne sommes pas là pour minuter, ni... D'ailleurs, on a essayé de faire relativement large, de laisser un intervalle entre midi et 15 heures peut-être un petit peu large, mais on regardera s'il ne faut pas le rétrécir après. Voilà, peut-être que ce sera plus simple. Tu sais, mais... Bon, très bien. Alors, sans plus tarder, si vous voulez bien, merci d'abord d'être là ce matin. Et je vois que vous êtes même beaucoup plus nombreux qu'on ne pensait. On pensait commencer à tout petit groupe, mais enfin, on est très heureux de vous avoir. Et je vois nos collègues et amis d'Orknitra qui sont là aussi. Bienvenue à eux. Et ben voilà, notre Dorknitra.
Merci beaucoup d'être avec nous. Et donc, sans plus tarder, nous commençons par l'évaluation. Et là, vraiment, sentez-vous libre de poser des questions, d'intervenir. On voudrait vraiment que ce soit le moins académique possible et que, justement, on passe un peu de l'orateur qui présente et les autres qui reçoivent ou qui ne reçoivent pas, quelquefois on se pose des questions, à quelque chose de beaucoup plus interactif et de beaucoup plus participatif. L'équipe de l'auto-évaluation, Dr Aktaou. Donc l'auto-évaluation va porter sur des images basiques concernant ces deux techniques que le rhumatologue n'avait pas l'habitude d'utiliser auparavant, la recherche de microcristaux au microscope par lui-même et l'échographie que tous les rhumatologues utilisent actuellement, et ceux qui ne sont pas encore intéressés s'intéresseront probablement à la technique. Donc, on va commencer par la recherche de microcristaux. Et première question, est-ce que le microscope à lumière optique, c'est-à-dire le microscope ordinaire, permet de voir quelques cristaux, certains microcristaux? C'est-à-dire le microscope qui n'est pas à fond noir, qui n'est pas à lumière polarisée. Deuxième image que M. Bardin nous a prêtée gentiment, c'est une image de microscope. Et donc, comme on est dans le domaine des microcristaux, on vous demande de chercher s'il y a un microcristal ou plusieurs microcristaux, si l'on a, et c'est de quel type selon vous? Ne soufflez pas. Deuxième image que nous devons à M. Bardin également. Donc, microcristaux ou pas? Si oui, quel type? Là, c'est une image de l'hôpital qui est beaucoup moins bien faite que celle de M. Bardin, où il faut faire beaucoup d'efforts pour trouver quelque chose, mais il y en a. Toujours à l'hôpital. Donc, c'est un patient qui a une polyarthrite depuis 3 ans. Un jeune de 40 ans qu'on a ponctionné, examiné. Donc, est-ce qu'il y a microcristaux? Et selon vous, c'est quel type de lésion ça peut être? C'est la cinquième. Ou la quatrième? Quatrième, mais je ne compte pas. Okay. Là, c'est un aspect très particulier de pathologie, très rare. On ne vous en voudra pas si vous ne savez pas. C'est très, très rare. Ça, on l'a appris dans les ateliers de M. Bardin. Donc, c'est une technique qu'on a appris aux ateliers de la Société française et qu'on a appliqué progressivement à l'hôpital pour arriver à quelques résultats. Et on espère que M. Bardin va nous donner plus de directives. Sur cette image, est-ce qu'il y a des microcristaux? On passe après l'examen du liquide synovial aux images, quelques images d'échographie dans la pathologie microcristalline. Et première image, donc c'est un patient de 60 ans qui est venu pour des arthralgies avec des poussées monoarticulaires récidivantes. Et là, on a une image du... Malheureusement, la souris ne marche pas.
Donc, on a une coupe sur la première métatarsophalangienne, sur la partie latérale. On voit la tête du métatarsien, la base de la phalange. Très bien. Donc, la tête du métatarsien avec une érosion et d'autres érosions également. Et la base de la phalange. Et à côté, dans les parties molles, cet aspect particulier de la pathologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Là, c'est un patient de 40 ans, celui dont on a vu l'image tout à l'heure au microscope. Et c'est une métatarsophalangienne, la deuxième métatarsophalangienne. Alors, pour les gens qui ne sont pas encore mis à l'échographie, et en particulier les jeunes, on voit ici la corticale de la métatarsienne, la tête, la base de la phalange, le cartilage, ici. Et donc, qu'est-ce que ça peut être? Là, c'est une image d'une patiente de 70 ans, polyarthralgie, poussée récidivante au niveau des genoux, condyle fémoral, cartilage, et image particulière. Donc, qu'est-ce que ça évoque comme diagnostic? Alors, ici, c'est une jeune patiente qui fait partie du personnel du service, qui depuis 20 ans fait des poussées articulaires au niveau des genoux, parfois au niveau des mains. Tous les bilans ont été faits, on n'a rien trouvé sur le plan immunologique ni métabolique. Et dernièrement, elle commence à faire des... on ne sait pas si c'est quelque chose qui s'est ajouté ou c'est la pathologie elle-même qui a débuté il y a longtemps. Elle fait donc des poussées douloureuses importantes. Là, on a l'épaule, le supraépineux. Et cette image, avec l'image radiologique du grand trochanter chez la même patiente. Malheureusement, on n'a pas pu enregistrer l'image échographique qui montre des images pathologiques même au niveau du tendon du droit fémoral. Et donc, ces deux images et cette patiente, qu'est-ce que ça peut évoquer? On a trouvé également d'autres localisations avec les mêmes images tendineuses. Qu'est-ce que ça peut évoquer comme diagnostic chez cette patiente, au moins pour l'état actuel de sa pathologie? Et on passe aux questions et questionnements de Mme Allali sur les actualités de la prise en charge des rhumatismes microcristallins. Alors, Mme Allali nous demande la race buricase. Est-ce que c'est un traitement de l'accès goutteux? Est-ce que c'est un hypouricémion? Est-ce qu'il inhibe la xanthine oxydase? Est-ce qu'il est très allergisant? Donc, ce que vous pensez juste, vous le mettez sous forme de chiffres de la réponse. Pour le febuxostat, la question, est-ce qu'il est un inhibiteur de la xanthine oxydase? Est-ce que c'est un urico-zurique? Est-ce qu'il est plus efficace ou aussi efficace que l'allopyrinol? Comment? Vous choisissez et vous mettez choix multiple.
Voilà, choix multiple. Et pour, par exemple, la première question, tout est déjà dans le nom du produit. Je souffle, je souffle. Alors, pour la colchicine, dans l'accès goutteux, qu'est-ce qu'on préconise actuellement comme dose? Est-ce que le classique 3 mg premier jour, 2e milligramme deuxième jour et 1 mg troisième jour et jour suivant, ou on démarre dès le départ par 1 mg par jour? Et finalement, l'anti-interleukine 1, est-ce que c'est un traitement de fond de la goutte? Est-ce que c'est un traitement de l'accès aigu? Est-ce qu'il est utilisé en première intention dans la goutte? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Souad. Je crois que vous avez les questions de départ. Alors, j'ai aussi mes réponses. J'ai quand même une qui manque. Donc, on va suivre avec beaucoup d'attention et regarder donc comment vont évoluer les choses dans le courant de la journée. Et puis donc, on refera, comme je vous ai dit tout à l'heure, une évaluation à la fin. Et ensuite, on aura les réponses qui nous permettront de boucler la journée. Alors, je voudrais appeler les modératrices et modérateurs de la première partie, qui sont... je cherche mon programme. Le professeur Bouchra Amin, le professeur Samira Rostom. Elles sont là toutes les deux et qui vont donc introduire la première partie. Et nous allons écouter avec beaucoup de plaisir nos collègues de Paris. Mesdames les modératrices. Merci Madame Hassouni. Bonjour tout le monde. C'est avec un grand plaisir qu'on commence cette journée et j'ai le plaisir d'être modératrice pour la première séance avec mon ami professeur Rostom. Et on va bien sûr apprendre tellement de choses sur cette pathologie qui est fréquente dans notre pratique quotidienne, surtout qu'on a le plaisir d'avoir parmi nous monsieur le professeur Thomas Bardin, qui est le chef service de rhumatologie de l'hôpital à l'hôpital Lariboisière et qui, on sait tous, est un pionnier dans cette pathologie microcristalline en France, mais également dans le monde, avec le docteur Hong Kong Ia, qui est praticien hospitalier universitaire dans le service de rhumatologie à Lariboisière. Donc, je pense qu'on va commencer la première séance qui sera la lecture des microcristaux. Et sans tarder, je donnerai la parole à monsieur le professeur Thomas Bardin. Merci beaucoup. Alors, d'abord, un petit mot pour vous dire combien je suis content d'être avec vous. Vous savez que j'aime beaucoup le Maroc et j'y viens jamais assez. Donc, n'hésitez pas à m'inviter, surtout. Voilà. La deuxième chose, c'est que j'ai trouvé Nagia très gentille de dire que... Enfin, je devrais dire le professeur Hassouni, excuse-moi. De dire que je m'intéressais aux microcristaux depuis quelques années. Non, tu sais, je suis un très vieux cheval maintenant. Et en fait, je suis parti aux États-Unis chez mon deuxième maître, Ralph Schumacher, en 1981. J'ai fui l'élection de Mitterrand et je suis parti aux États-Unis comme d'autres ont fait pour d'autres raisons qui n'étaient pas les miennes. Et voilà, donc ça fait, je compte pas, mais très très longtemps, et j'avais été travailler sur la goutte là-bas, enfin la microscopie électronique. Voilà, alors ça c'est un topo, il faut que vous me stimuliez, parce que je l'ai fait tellement de fois que j'ai peur de m'endormir en le faisant. Je le fais depuis 10 ans, tous les ans à la SFR. Une année où, c'était à la fin de ma présidence, j'avais obtenu de la Société française de rhumatologie, qui gagne beaucoup d'argent avec le congrès, grâce à vous en partie, qu'elle équipe tous les services universitaires de rhumatologie en microscope, parce que je voulais que les jeunes apprennent. Vous savez déjà, et puis j'espère vous en convaincre un peu plus encore,
du fait que c'est un outil extraordinaire pour le diagnostic des microcristaux, de regarder le liquide au microscope. Donc cette année-là, il a fallu former les formateurs et j'ai fait 6 ateliers de suite. Et sans ça, j'en ai 2, 3 tous les ans. Et puis je fais la même chose avec mon ami Eliseo Pasquale à Lollard. Autant vous dire que ce topo-là, bon. Mais enfin, je le fais volontiers pour vous. Alors, d'abord, une profession de foi. Ne jetez jamais un liquide articulaire sans l'avoir examiné. Hein. C'est super important, surtout si vous ne connaissez pas le diagnostic, bien sûr. C'est la façon quand même la plus pratique de reconnaître les hémarthroses. Hein. On voit qu'il y a du sang dans l'articulation. En plus, ça fait du bien aux malades quand on évacue une hémarthrose. Hein. C'est la manière la plus sûre, et de loin, de catégoriser, de classer l'atteinte articulaire en mécanique inflammatoire. Vous savez que c'est la base de notre raisonnement hein, en pathologie articulaire. Et alors ça, c'est curieux, ça se fait sur la cellularité. Hein. Et la cellularité, c'est pas aussi facile qu'on croit. Dans mes années de jeunesse où je travaillais encore, on faisait les liquides articulaires à 2 endroits à la Riboisière. On avait un petit labo pour les... C'était M. Pelletier qui s'occupait de ça, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. Il y avait un petit labo dans le service où on faisait l'immunologie, les cristaux et puis la cellularité des liquides. Puis il y avait la bactério-générale. Et j'ai comparé 100 résultats, c'est jamais les mêmes. Jamais les mêmes. Il y a une extrême variabilité d'un laboratoire à l'autre, d'un examen à l'autre. C'est un examen relativement peu fiable. Mais malgré tout, sur ces 100, et puis après j'ai continué à regarder de manière moins systématique, je n'ai jamais vu un liquide classé dans un laboratoire mécanique et inflammatoire dans l'autre. Donc malgré la variabilité, il y a quand même une bonne fiabilité de ce classement. Et je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler le chiffre frontière. Hein. Au-dessus de 2000, vous êtes sûr que c'est inflammatoire. En dessous de 1000, vous êtes sûr que c'est mécanique. Entre 1000 et 2000, ça dépend. Hein. Voilà. Alors ça, c'est très très important. Et puis, c'est un examen qui vous permet de faire à peu de frais, hein, de manière directe, le diagnostic des principaux types d'arthrite aiguë. Dans les arthrites aiguës, c'est particulièrement important de ponctionner rapidement le liquide. Pour la bactério, bien sûr, et pour les microcristaux qui vont faire l'objet de cette présentation. Mais je t'ai prévenu, j'étais long, hein, je suis capable de tenir très longtemps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous trouvez des cristaux, méfiez-vous quand même de la coexistence d'une arthrite septique. Hein, ça existe. C'est hyper classique dans la chondrocalcinose. Faites PubMed, surtout dans les vieilles années, parce que maintenant ça ne se publie plus. Il y a des tonnes de rapports. Hein. Et Dan McCarthy, qui est un autre goutologue américain, un peu plus vieux que Schumacher, avait insisté sur ce qu'il appelait le stripping et mining. C'est-à-dire que, vous savez, les cristaux de pyrophosphate, ils sont à la partie médiane, hein, dans la couche moyenne du cartilage. Et quand une arthrite septique vient éroder le cartilage, bien entendu, il fait tomber ces cristaux dans l'articulation. Et donc, c'est hyper classique de voir des sujets âgés avec une arthrite septique qui vient déloger les cristaux de pyrophosphate du liquide articulaire. Donc, méfiez-vous, gardez bien ça en tête, hein, parce que c'est quand même grave, bien sûr, de passer à côté d'une arthrite septique. La tuberculose, c'est la même chose. Hein. Il y a des cas qui ont été rapportés. Et dans l'urate, alors l'urate, c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Monsieur Rickwart, qui est mon grand maître, hein, avec Daniel Kuntz et Ralf Schumacher, et qui connaissait vraiment merveilleusement la goutte, insistait beaucoup sur le fait que vraiment les tophus, ça s'infectait exceptionnellement, ce qui est en pratique, hein. Vous devez avoir quand même quelques gouttes graves avec des tophus qui s'ulcèrent. C'est exceptionnel qu'ils soient infectés. Mais bon, ça peut arriver quand même. Et la coexistence de l'arthrite septique et de l'arthrite goutteuse est donc très très rare.
Mais ça existe quand même, et il y en a même des publications. Alors ça, c'est une diapo tirée de la littérature, c'est de Schumacher, et vous voyez donc ces nombreux cristaux d'urate, et puis des bactéries gram-positives. Donc, même dans la goutte, méfiez-vous. Mais enfin, dans la goutte, ne soyez pas trop inquiets. C'est vraiment très rare. La chondrocalcinose, alors ça, c'est... Voilà. Alors, ce qu'il y a de merveilleux avec l'examen du liquide articulaire, c'est que c'est très simple, ça coûte 3 sous, et ça peut rapporter gros, comme on dit. Hein. On voit de temps en temps, encore on a la même expérience que moi, je pense, des patients qui arrivent de la France profonde, avec mal au dos tellement ils trimballent des kilos de documents. Et puis, on les voit en consultation, ils ont un peu de liquide, on ponctionne, on voit de l'urate ou du pyrophosphate, on leur dit, voilà, c'est ça. Et les gens n'en reviennent pas, hein, c'est fou. Donc, c'est vraiment très, très important que les rhumatologues puissent disposer de cette technique, y compris en consultation. Ça fait partie des objectifs de formation de l'UEMS. Aux États-Unis, c'est très, très souvent enseigné. Bien sûr, ça dépend des centres. Hein. Mais par exemple, les gens qui sortent de Philadelphie, ils font ça tous les jours pendant qu'ils sont internes. Et ils ont généralement dans leur cabinet un microscope qui leur permet de faire le diagnostic en consultation. C'est un examen qu'on doit faire au lit du malade. Hein. C'est un examen c'est un complément de l'examen clinique. On a bien assimilé ça pour l'échographie, mais on ne l'a pas encore suffisamment assimilé pour l'examen du liquide articulaire. Et il ne faut pas être effrayé de cet examen. Même moi, j'y suis arrivé beaucoup moins bien que Korn. C'est pour ça que je lui ai demandé de venir, parce qu'il en fait beaucoup plus que moi. Mais moi, on m'a montré, quand j'étais chez Schumacher, puis je faisais de la recherche, pas de la clinique, on m'a montré en 5 minutes. Et puis quand je suis rentré, j'ai dit à M. Rigvart, il y a un microscope. Il m'a dit, oh oui, je crois qu'au fond de l'INSERM, là, ils ont un microscope. Donc j'y suis allé. Le polariseur était monté à l'envers, ce qui m'a posé des problèmes. Mais enfin bon, après, je me suis habitué. Et en fait, avec un peu de pratique, vous devenez très bon très vite. Hein. Donc n'ayez pas peur de ça. Quand je fais les ateliers, les gens me posent toujours la question, mais combien ça coûte? Mais c'est une fortune et tout. Et au dernier atelier, il y a un gars qui m'a dit qu'il avait trouvé sur Internet un micro... Vous étiez là, hein, vous l'avez entendu. Alors dites-moi exactement ce qu'il avait trouvé. Il faut que ce soit participatif. Oui. J'ai pris les références, c'était à 400 €. 400 €. 400 €, il a acheté. C'était même moins cher. C'était à 400 € et il vous a montré les photos. Ouais, c'était bien. Et vous trouvez que c'était... Et alors mon ami Eliseo Pasquale, hein, qui est à Alicante, que vous pouvez inviter d'ailleurs, il parle français. Hein. Il va très souvent en Algérie, où on est allé ensemble maintenant. Il dit toujours, mais pourquoi vous n'hésitez pas à vous acheter un ordinateur et vous achetez pas un microscope à lumière polarisée, ça coûte le même prix. Hein. Donc c'est une technique vraiment qu'il faut diffuser parce que si vous êtes rhumatologue sans technique, c'est moins bien, quoi. Hein. Ce qui fait la fortune des gastro-entérologues, c'est qu'ils font la fibroscopie, la coloscopie. Hein. Les cardiologues, ils ont un nombre de techniques maintenant effrayant. Et nous, si on reste avec notre petite spécialité, nos mains nues et notre marteau à réflexe, on a un peu l'air de couillon, quoi. Hein. Ça fait pas chic. Hein. Donc on a l'écho, mais il faut aussi qu'on ait... voilà. Enfin, je ne vais pas faire un discours de politique. Bon, alors, quelques généralités. Donc, ça, c'est la pratique en salle. Hein, c'est-à-dire que généralement, en salle, on n'examine pas tout de suite. Donc, on recueille dans un tube. Et il faut examiner rapidement, j'y viendrai, mais enfin, on peut laisser le... Voilà. Quand vous êtes en consultation, vous piquez, puis vous mettez directement sur la lame. Hein, vous n'avez pas besoin de tout ce tralala. Bon. Et si vous devez mettre dans un tube, prenez-le quand même stérile, c'est plus propre. Puis si après, vous avez une arrière-pensée sur un sepsis, il faut quand même pas que ce soit pollué. Et c'est mieux, notamment pour la cellularité, hein, d'empêcher le tube de coaguler. Donc, il faut mettre un petit peu d'anticoagulant. Alors, Schumacher, toujours le même,
en 72, je crois, il a fait un papier dans le New England Journal of Medicine. Vous vous rendez compte de ce journal, hein? Et dans lequel il disait que si on mettait de l'oxalate, ça donnait des artefacts. Enfin, imaginez envoyer un papier comme ça maintenant au New England. Hein. Mais enfin, bon, et il a très bien montré que les cristaux d'oxalate, qui provenaient de l'anticoagulant, hein, parce que vous utilisez peut-être pas ça au Maroc, mais ça a été utilisé autrefois, maintenant c'est presque plus utilisé. Les cristaux d'oxalate, bien sûr, sont cristallins, donc ça donne des microcristaux. Et comme ils peuvent être phagocytés, vous savez, les leucocytes vivent encore quelques heures, hein, donc ils bouffent l'oxalate, et puis après vous regardez, vous dites « Oh, il y a un cristal intracellulaire !» C'est un microcristal pathogène. Hein. Donc évitez l'oxalate. Et puis évitez aussi les parinates de lithium. Alors là aussi, je ne sais pas comment ça marche au Maroc, mais nous, à la Paix, on a des tubes pré-éparinés, et c'est de l'éparinate de lithium qui est cristallin. Hein. Donc voilà. Donc si vous anticoagulez, nous, on met quelques gouttes d'éparinate sodique. Il ne faut pas en mettre trop, sans ça vous changer la numération, bien sûr. Francis Kahn dit toujours que le citrate, c'est parfait. Il a sûrement raison, vous savez, c'est un puits de science, mais j'en ai pas l'expérience. Voilà. Alors, c'est un examen qui va très vite. Je vais vous montrer ça. Je crois que voilà. Donc, vous prenez une lame. Alors, prenez une lame propre. Hein, sans ça, vous allez vous embêter. Hein. Donc, il faut bien la nettoyer. Avec, vous savez, des petites pissettes d'alcool. Et puis, prenez pas votre Kleenex ou votre mouchoir, parce que vous allez mettre des peluches partout. Tout à l'heure, il y avait un artefact qui ressemblait un peu à ça. Même en polarisation, c'est très, très gênant. Donc, vous prenez du papier optique, hein, qui ne va pas laisser de dépôt sur votre... Voilà. Et puis, vous mettez comme là une goutte. Vous voyez ? Alors, pas de centrifugation ni coloration. Voilà. Vous mettez une lamelle couvre-objet, et puis c'est prêt. C'est plus facile que la cuisine. Hein. Et vous regardez entre lame et lamelle. Alors, entre là et là, il faut que vous attendiez quand même un tout petit peu. C'est pour ça qu'on dit que ça prend 5 minutes. Parce que là, le liquide va bouger. Il faut qu'il se stabilise d'abord. Hein. Sans ça, vous allez être très gêné. Voilà. Et puis vous regardez. Et donc, c'est ce qu'on appelle, quand on est un peu pédant, comme je suis facilement, une bedside procedure, n'est-ce pas ? Et voilà, et ça, c'est une phrase dont je suis très fier. Aucun autre examen de laboratoire aussi simple ne donne un diagnostic de certitude aussi rapide. Et je dirais même aussi bon marché. Surtout en France où on n'est pas payé pour ça, hein. C'est pas remboursé, c'est pas la nomenclature quand c'est un laboratoire qui le fait, quand c'est un rhumatologue qui le fait. Alors, ne négligez jamais l'examen en lumière ordinaire. Hein. Je ne sais pas quel type de microscope ici vous avez. La tentation, quand on a un microscope à fond noir, c'est d'aller tout de suite regarder en lumière polarisée, ce qui est en effet très très rapide pour les urates. Hein, les urates, vous les sortez très très bien. Et je dois dire que ça m'arrive de faire ça en consultation quand je suis très pressé. Je veux savoir si c'est une goutte ou pas. Ben, je regarde en 30 secondes le fond noir. Et puis après, je donne le liquide à corne qui va regarder tout le reste. C'est pas vrai, corne, hein? Bon, il pourrait dire non quand même, hein, mais non, hein, il est très franc. Alors, quels sont les intérêts? Ça va, vous vous endormez pas? Non? Bon. Alors, il faut poser des questions. Hein. Il faut, comme a dit Nagia tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit descendant, l'enseignement. Hein. Pas que ce soit descendant. Il faut vraiment que ce soit participatif. Et en ce moment, on a une expérience très chouette d'éducation thérapeutique dans la goutte. On a mis ça en place. Et on s'aperçoit, alors pour l'humilité, c'est épatant. Hein. Il y a des malades que j'ai vus plusieurs fois, puis je prends mon temps, et puis je leur explique, et puis je leur redis. Ils arrivent en évaluation d'éducation thérapeutique, ils ne savent rien du tout. Rien. Ils n'ont rien appris. Par contre, si c'est participatif, si ce n'est pas descendant, si c'est personnalisé, etc., à ce moment-là, ils apprennent très bien et c'est très positif. Hein. Donc, on va faire
un enseignement participatif. C'est bien parti, vous posez un nombre de questions invraisemblables. OK. Alors, l'examen en lumière ordinaire vous permet de voir, bon, la taille, ça c'est, oui, c'est important, mais c'est surtout la forme. Hein, c'est surtout la forme. Et quand vous avez bien l'habitude, vous manquez très très peu de microcristaux avec un examen en lumière ordinaire. Ça a été montré par Eliseo Pascual, qui a fait une très jolie étude. Alors il faut être un peu entraîné. Hein, mais finalement, la sophistication de la technique a un intérêt, un petit intérêt bien sûr, mais vraiment à la marge dans les performances diagnostiques de l'examen. Alors, ce qui est très important, c'est ça, c'est la forme. Les urates, on en a vu tout à l'heure, hein, vous les avez reconnus, je suis sûr. C'est des aiguilles qui sont volontiers des grandes aiguilles qui peuvent même, voilà, qui peuvent même donner l'impression de transpercer une cellule. Alors celle-là, je l'avais prise parce qu'elle m'avait amusé. Il y avait même 2 cellules. Hein. C'était un urate d'Artagnan. Mais en fait, elles ne transpercent pas. Hein. Elles sont posées sur la cellule. Alors ça, c'est très très typique. C'est très fin. Mais vous voyez que même celle-là, qui est hyper typique, elle n'est pas vraiment pointue. Hein, elle n'est pas vraiment pointue. On reconnaît que c'est un urate. Mais ce n'est pas une aiguille. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu fragiles. Et si vous prenez une aiguille que vous cassez les 2 bouts, vous avez un bâtonnet. Hein, voilà, donc retenez bien que les bouts carrés, enfin vous allez voir tout à l'heure les pyrophosphates, c'est très différent, mais quand même, les bouts carrés, c'est pas exclusivement les pyrophosphates. Alors, par contre, les pyrophosphates, alors ils peuvent être assez polymorphes. Hein, ils sont un peu plus difficiles à reconnaître au début, hein, parce que vous allez voir, ça ressemble à des petites poussières, des trucs. Enfin, moi, j'ai plus de mal. Hein. Et quand on a fait, vous savez, on fait en ce moment, on participe à une étude qui est dirigée par les Néo-Zélandais, qui s'appelle Sugar. C'est une étude pour des critères de classification de la goutte, etc. Et donc, ils ont voulu, vous savez, comme sont les anglo-saxons tellement rigoureux, hein, ils ont voulu que les centres valident leur capacité de reconnaître les microcristaux, parce que c'est un des problèmes dans les études internationales de cette technique, c'est qu'il y a des divergences d'appréciation même chez des gens qui connaissent bien. Et tout le monde, y compris votre serviteur, a reconnu les urates. Par contre, les pyrophosphates, c'est beaucoup plus difficile, surtout que c'était des liquides qui nous étaient envoyés de Philadelphie, donc il n'y avait plus de cellules, il n'y avait plus rien, c'était particulièrement difficile. Hein. Donc les urates, un peu plus difficiles. Hein. Et il y a beaucoup de formes, les pyrophosphates. Ah, je vois que vous êtes attentifs, c'est bien, c'est bien. Bon. Alors les pyrophosphates, un peu plus attentifs, un peu plus difficile, et il faut souvent regarder bien jusqu'à ce que vous trouviez le cristal caractéristique. Hein. Alors ça, c'est une diapo personnelle qui est assez mauvaise, mais vous voyez toutes ces petites aiguilles. Alors là, c'est des vraies aiguilles. Hein. Pourquoi est-ce que c'est mauvais? Parce que d'abord, c'est moi qui l'ai fait et que je ne sais pas bien photographier, mais aussi parce que, et ça c'est très important du point de vue technique, Korn vous montrera ça tout à l'heure, la préparation est souvent un tout petit peu épaisse, hein, et les cristaux sont dans des plans un peu différents. Donc il faut, quand vous regardez les lames, que vous bougiez à la fois la lame, mais que vous ayez une main sur la vis micrométrique de mise au point. Hein. Et moi, j'arrête pas, je sais pas, tu fais la même chose, Korn, j'arrête pas de la bouger parce qu'il y a des cristaux qui disparaissent, qui apparaissent, etc. Comme c'est un peu épais, on n'est pas toujours bien au point. Hein. Et est-ce qu'on voit ça, par exemple, ça, bon, celui-là, vous allez donner un tout petit coup de vis micrométrique et il va être comme celui-là. Hein. Vous comprenez? Donc celui-là, on l'a déjà vu, mais il est beau. Hein. Oh là là, qu'il est beau. Et oui, c'est l'urate d'Artagnan. Alors celui-là, vous l'avez vu tout à l'heure, donc c'est la même chose. Alors là, il est posé sur une cellule. Et puis,
il est un peu sur de la fibrine aussi. Alors, et puis là, vous en avez un petit que vous voyez aussi. Hein. La fibrine, il ne faut pas l'acheter, la fibrine. Hein. Au contraire, il faut aller bien regarder. Hein. Parce que dans les amas de fibrine, vous trouvez souvent les microcristaux. Hein. C'est un endroit privilégié pour les voir. Alors voilà, les pyrophosphates. Alors là, c'est pire, vous voyez, ils sont un peu plus épais. Donc vraiment, la mise au point, elle est difficile. Hein. Mais vous voyez que, ben voilà, là ça, ça. Quand on voit ça, on se dit, oh, ça sent le pyrophosphate. Et puis on cherche jusqu'à ce qu'on en trouve un beau, comme celui-là s'il était au point. Et alors regardez celui-là. Il est troublant, hein, qu'il est troublant. Il est coquin, celui-là. Hein. Mais bon, c'est un peu comme de comparer une orange à une mandarine. Vous reconnaissez quand même l'orange, hein, parce que vous avez l'habitude. Mais un martien qui arrive, il ne va pas reconnaître. Hein. Donc au début, vous n'allez pas reconnaître. Et puis, hein, on peut avoir les deux. On peut avoir les deux. Et puis au bout d'un moment, je ne sais pas, vous ne faites pas tout un processus intellectuel pour reconnaître une orange d'une mandarine, d'un citron. Vous savez que c'est comme ça. Hein. Eh bien, oui. Mais quand même, celui-là, je te dis, moi, c'est un pyrophosphate. Il est trop trapu. Et puis, ne me contredis pas. Hein. Bon. Donc, au bout d'un moment, vous n'avez plus besoin de faire tout ce cheminement que je vous fais faire. Hein. Vous savez que c'est ça. Hein. Comme vous reconnaissez une Peugeot d'une Renault. Moi, pas toujours d'ailleurs, mais enfin. Alors, regardez ça. Ça, c'est ce que vous aviez tout à l'heure. Alors là, il y a plein de petits trucs. Vous voyez, ça, c'est sûrement du pyrophosphate. Ça aussi. Mais vous ne pouvez rien dire là-dessus. Par contre, voilà. Alors là, vous voyez ça, vous êtes sûr. Là, regardez, ceux-là, ils ne sont pas au point. Mais vous sentez que si vous les mettez au point, ça va être un très joli cristal. Là aussi. Hein? Là aussi. Bon, vous attendez pas à ce que ça soit toujours aussi évident que ça. Hein. J'ai pris des diapos où c'était assez chargé. Hein. Alors ça, c'est mon copain Élyséo, le premier qui m'en dit du mal, il a affaire à moi, bien qu'il soit de temps en temps un peu énervant, je l'accorde, comme tout le monde. Donc c'est un photographe professionnel, donc vous voyez la qualité, ça n'a rien à voir avec ce que je vous avais montré. Hein. Il adore la photo. Alors voilà, des très jolis petits, enfin il les appelle grands, mais enfin ils ne sont pas très grands. Voilà, ils sont tout à fait typiques, ceux-là. Quand vous voyez ça, vous êtes sûr. D'accord ? En lumière ordinaire, alors là, il a un peu triché, hein, parce qu'il est un tout petit peu compensé pour que ce soit plus joli, mais enfin. Oui, alors lui, c'est l'agrandissement x 1000 sur ces clichés, c'est pour ça qu'il a mis que c'était des petits. Oui, c'est ça. Mais moi, je me sers jamais du 1000. Tu t'en sers, toi ? Parce que d'abord, c'est dégoûtant le 1000. C'est un microscope à immersion. On s'en fout plein les doigts. Moi, j'ai horreur de ça. C'est sale. C'est de l'huile. Tu mets une goutte d'huile entre la lame et l'objectif. Tu te souviens de TTP d'il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. Hein, d'il n'y a pas si longtemps. Bon, voilà. Nous, on regarde plutôt 400. Hein. 200 même. Moi, je commence au 10 parce que sans ça, je ne vois même pas la préparation. Donc voilà, de temps en temps, ils sont rhomboïdes, c'est-à-dire que là, ils ont des formes un peu bizarres. Donc là, il faut plus l'habitude, mais bon, moi, je me fierais plus à celui-là qu'à celui-là, vous voyez. Mais bon. Voilà, et puis alors des tout petits. Alors là, ils s'amusent, mais bon, on peut pas faire un diagnostic là-dessus en pratique. Hein. Parce que ça, bon, je pense qu'il l'a regardé en lumière polarisée, il a vu que c'était biréfringent probablement, mais oui, quand on fait bien attention, on voit que c'est un cristal, ça aussi, mais on peut tellement le prendre une petite organelle pour un cristal quand ça a cette taille que c'est pas la peine. Donc voilà encore des images. Hein. Bon, des questions ? Oui. Alors, sur la diapo d'avant, il y avait des couleurs ? Alors, il y a des couleurs parce que... Non, en fait,
je ne sais pas comment il a fait ça. Il a dû faire un petit peu de... Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est que la polarisation. Mais il y a un moment où vous n'avez pas encore le fond noir, mais vous voyez déjà que ça commence à polariser. Ça, c'est juste pour mieux montrer les cristaux. Mais vous avez raison, il faut que je les change, celui-là, que je lui commande une série sans cet artefact. Alors, si c'est un cristal typique, si on reconnaît que M. Bardin et tous les deux, on est d'accord pour que ce soit un cristal, on dit que c'est positif. Et quand on a des doutes, effectivement, on s'acharne à trouver d'autres cristaux. Et en général, on s'accorde à dire qu'il faut au moins trouver 3 sur la lame pour être assez spécifique, quoi. Mais si on trouve un bon cristal typique, c'est... Si vous voulez, moi, ce que j'aime, c'est quand ça va vite. C'est plein de cristaux, vous n'avez aucun doute. Et c'est quand même la très grande majorité des cas. Hein. Vous savez, Eliseo Pasquale, toujours le même, mais je parle beaucoup de mes amis, je parle beaucoup de nageurs à l'étranger aussi. Quand il a fait une étude merveilleuse qui consistait à regarder entre les crises s'il y avait des microcristaux dans les articulations qui avaient été touchées par les crises. Si vous lisez son papier, il dit que même dans cette situation, qui est peu inflammatoire, dans 90% des cas, il les voyait dès le premier champ. Donc, je dirais que c'est rare que vous ayez un doute lié à une paucité de cristaux. Ça arrive. Et là, ça dépend vraiment... moi, je suis toujours beaucoup plus prudent quand il y en a très très peu. Et je vais montrer à Korn, qui a maintenant plus l'habitude que moi. Mais c'est vraiment une matière d'expertise. Ce que vous voyez très souvent, c'est dans les pyrophosphates. Vous savez, ces petits trucs-là, vous ne savez pas ce que c'est. Et vous avez beaucoup de choses comme ça, puis tout d'un coup, vous voyez un cristal magnifique, à ce moment-là, ça me suffit. Tu es d'accord. Voilà. Pour les urates, c'est vraiment rare qu'il n'y en ait qu'un. Et si vous voyez un cristal bizarre, je vous dirai tout à l'heure, mais je ne vais pas casser le suspense, à quoi il faut penser. Alors, ça, c'est le microscope à lumière polarisée. C'est encore Eliseo, parce qu'on fait ce cours ensemble à l'EULAR, donc on s'échange des diapos. Donc c'est en espagnol. Mais vous comprenez quand même. Bon. Alors, les jeunes, ils ne savent pas ce que c'est qu'un filtre polarisant. Nous, on a fait de la photo, avec les appareils photo réflexes et tout. Donc on savait que dans notre arsenal, on avait un filtre polarisant, dont moi je me servais surtout pour protéger l'objectif, parce que je ne savais pas très bien à quoi ça servait, mais les professionnels savaient, ça donne des effets de lumière. Ce qu'un filtre polarisant fait, c'est qu'il vous laisse passer la lumière que dans un plan. D'accord ? Donc, vous savez, la lumière, c'est dans toutes les directions. Là, c'est normatif. Ça vous le met tout dans un plan. Alors, on utilise dans le microscope à lumière polarisée 2 filtres. Il y en a un qu'on met entre la source lumineuse et ce qu'on veut examiner, et l'autre entre ce qu'on veut examiner et l'œil. D'accord ? Donc si vous mettez ce filtre-là, ne laissant passer la lumière que dans ce plan-là, et que vous débrouillez, on peut les tourner, les filtres. Celui-là, on peut le tourner. Celui-là, il est dans la colonne, il est fixe, mais celui-là, on peut le tourner. Vous débrouillez pour que les plans que laisse passer chacun des filtres soient perpendiculaires. À ce moment-là, comment elle fait la lumière? Elle ne passe plus. On l'autorise dans ce plan-là, et puis on met un filtre qui autorise que dans ce plan-là. Ça ne passe pas. Donc c'est noir. Et si vous avez une particule qui dévie la lumière, ce qui est la définition de la biréfringence, eh bien cette particule, elle va faire que la lumière qui la traverse, elle va passer le deuxième filtre. Et donc elle va apparaître comme brillante sur le fond noir. C'est aussi simple que ça. D'accord ? Voilà. Alors je reviens à l'illustration précédente d'Eliseo Pasquale. Vous voyez, c'est exactement ça qu'il vous montre. Alors voilà. Alors là, il a triché, c'est-à-dire que vous voyez, vous comprenez qu'on peut s'approcher plus ou moins du noir.
Donc là, il n'est pas en lumière complètement ordinaire, hein, à gauche, comme tout à l'heure. Voilà. Mais enfin, bon, vous voyez que là, il y a un cristal qui est un peu pâle, et puis là, il est très, très brillant. Et puis là aussi, il n'a pas mis le fond complètement noir pour qu'on voit quand même les cellules. Sans ça, on ne voit rien. Hein. Et regardez, là, ben, celui-là, pour le voir, hein, faut être costaud. Hein. Moi, je ne l'aurais pas vu. Mais en lumière polarisée, pouf, pouf. D'accord ? Donc, c'est pour les urates un examen extrêmement sensible parce qu'il dévie beaucoup la lumière. Et si vous êtes très pressé en consultation, vous dites c'est une goutte, c'est pas une goutte, vous allez direct au fond noir, vous avez en 30 secondes votre diagnostic. Voilà un autre exemple qui montre basiquement la même chose. Hein. Donc là, vous avez un cristal, d'accord, mais enfin là, il n'y a pas... Vous le voyez. Et puis cela, évidemment, si vous regardez a posteriori, vous savez, comme quand on regarde les radios après avoir vu les anomalies sur le scanner et l'IRM, on dit « Ah, 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 c'était là hein !» Mais enfin, on ne l'avait pas vu le premier coup. Et bien là, c'est un peu la même chose. Hein. Voilà. Donc, un examen très sensible. Alors ça, bon, voilà. Ça, il faut montrer des diapos comme ça, parce qu'il faut que les gens aiment la microscopie. Hein. Et ça, c'est plus de la médecine, c'est de l'art, quoi. Regardez comme c'est joli. Hein. On dirait des cheveux pas bien peignés, d'ailleurs. Hein. Pas bien peignés. Hein. Mais somme toute assez propres. Hein. Voilà. Bon, donc ça, c'est en fait, c'est un tophus d'urate qu'on a trouvé dans le liquide. Alors, les pyrophosphates. Voilà, les pyrophosphates, ça peut bien marcher. Donc là, vous avez un pyrophosphate, pouf, vous le retrouvez biréfringent. Là, vous avez un pyrophosphate, pouf, vous le retrouvez biréfringent. D'accord ? Mais ça peut aussi ne pas bien marcher du tout. Là, vous avez un pyrophosphate que vous arrivez à voir en lumière ordinaire, et puis là, bon, vous le voyez parce que ce n'est pas vraiment le fond noir, hein, mais si c'était fond noir, rien du tout. Hein. Bon, et là, c'est la même chose. Alors ça, c'est important parce que, en fait, les pyrophosphates, sauf quand ils sont très épais, je pense, mais on a une discussion sans fin avec Élisée Pascal. Vous savez, les amis, il faut pouvoir se disputer un peu, sans ça, on s'embête si c'est trop consensuel. Hein. Donc, quand ils sont très épais, ils finissent par dévier quand même la lumière. Hein. Mais quand ils sont fins, ils dévient pratiquement pas. Ils dévient un tout petit chouïa et puis ça ne se voit pas. Hein. Donc, ce qu'Élisée, encore une fois, a bien montré, c'est que la sensibilité de la lumière ordinaire pour voir les pyrophosphates était supérieure à la sensibilité de la lumière polarisée. Hein. Donc, regardez bien, quand vous cherchez des pyrophosphates, regardez bien en lumière ordinaire. D'accord ? Alors voilà, là, on commence à rentrer dans la sophistication. Alors là, j'ai mon microscope de tout à l'heure. Le filtre, là, les rayures ont passé, mais enfin bon, ça laisse passer la lumière que dans un plan. L'analyseur, c'est dans un plan différent, à 90 degrés. Donc, quand je regarde, c'est noir. Et puis là, je vais mettre un compensateur dans la colonne du microscope, hein, entre l'objet et l'analyseur. Et là, je vais avoir un fond rouge, c'est ce qu'on appelle dans les livres le rouge de premier ordre. Alors, vous savez, c'est de la géologie, hein, c'est les géologues, c'est de la physique, c'est les géologues qui ont inventé ça. Et McCarthy est allé leur piquer... sur le campus de Philadelphie, où ils étaient juste à côté. Hein, c'est comme ça que ça s'est fait. Bon. Donc, nous, médecins, on ne comprend pas tout. Mais voilà, si vous voulez, en quelque sorte, ce compensateur, il va avoir des effets propres de déviation de la lumière et aussi de retardement d'un certain nombre de composantes. D'accord ? C'est ce qui vous explique qu'il y a quand même de la lumière, parce qu'une partie est déviée, mais cette déviation est variable selon le spectre, et en fait, c'est la lumière rouge qui passe. D'accord ? Voilà. Alors, si vous avez en plus un cristal qui, là, a déjà dévié la lumière, vous allez avoir un effet propre au cristal.
D'accord? Et à ce moment-là, le cristal, il va apparaître bleu ou jaune. Voilà. Alors, par définition, je ne vais pas y arriver. Voilà. Sur le compensateur, vous avez un axe qui est un axe déterminé par les physiciens. Hein. Et puis, le cristal, il a aussi un axe morphologique. Hein. Pour les pyrophosphates, on va voir, ce n'est pas toujours très facile, hein, parce que quand ils sont bien carrés, allez savoir où est l'axe. Hein. Mais pour les urates, c'est absolument évident. Hein. Donc, par définition, un cristal dont l'axe physique parallèle à l'axe du compensateur, et ce cristal à ce moment-là est jaune. Et puis, si vous le mettez perpendiculaire, vous voyez un cristal perpendiculaire, il devient bleu. Donc jaune comme parallèle, bleu comme perpendiculaire, c'est négativement biréfringent. Par définition. C'est les propriétés physiques du cristal. C'est les physiciens, les géologues qui ont dit qu'il y avait les négatifs et les positifs. Bon. Et en pratique, un cristal négativement biréfringent, c'est un urate. Quand un cristal est bleu quand il est parallèle à l'axe du compensateur et jaune quand il est perpendiculaire, c'est-à-dire le contraire, à ce moment-là, il est positivement biréfringent et vraiment, de loin, le plus souvent, c'est un pyrophosphate. D'accord? Alors ça, c'est encore plus difficile à photographier. Celle-là, je devrais la retirer parce qu'on ne peut rien en dire. Voilà. Alors ça, c'est Eliseo. C'est magnifique. Alors, par définition, enfin par convention, on s'est débrouillé pour que sur toutes nos diapos, l'axe du compensateur soit comme ça. D'accord? Donc, vous voyez que là, le cristal, quand il est parallèle à cet axe, il est jaune. Quand il est perpendiculaire, il est bleu. C'est négativement biréfringent. C'est un urate. Entre nous, on n'a pas besoin de ça, hein, rien que de voir la morphologie, la force de la biréfringence. Bon. Mais c'est une confirmation. Alors ça, c'est un pyrophosphate. Alors vous voyez, la difficulté, c'est que celui-là ou celui-là, pour savoir quel est son axe véritable, on ne sait pas. Hein. Bon. Mais là, il y en a qui est un peu allongé. Et regardez, il est perpendiculaire à l'axe, il est jaune, donc il est positivement biréfringent, donc c'est un pyrophosphate. D'accord? Et puis là aussi, c'est la même chose, mais vous voyez la difficulté, c'est-à-dire que celui-là, il est jaune. Pourquoi est-ce qu'il est jaune? Il peut être aussi bien bleu. Hein, voilà. Celui-là, il est bleu. Oui, il est plutôt allongé comme ça et parallèle et bleu, donc c'est positif, hein, etc. Voilà. Donc ça marche surtout très bien pour les urates. Hein. Pour les pyrophosphates, c'est plus difficile. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, je suis revenu. Alors le compensateur, oui, il est d'habitude, en fait c'est une petite lame de mica généralement, hein, qui est montée et qu'on peut faire rentrer ou retirer de la colonne. Hein. Donc en fait, on a un filtre à lumière polarisée sur la source lumineuse qu'on peut faire bouger, un autre qu'on peut mettre ou retirer de la colonne généralement. Donc comme ça, on met le fil du haut, on fait tourner le fil du bas, on peut se mettre en fond noir. Et une fois qu'on est en fond noir, on fait rentrer dans la colonne le compensateur et on obtient le fond rouge. D'accord ? Alors, on le fait, c'est-à-dire que l'intérêt en clinique est assez limité. Sauf que dans des liquides mixtes, ça, c'est vraiment difficile de les reconnaître uniquement par les techniques optiques sans compensateur. Et pour les publications, généralement, on vous demande une lumière polarisée compensée. Mais il ne faut pas surestimer. Oui, mais ça, c'est cher. Oui, on peut adapter. On peut adapter. Mais ça, c'est cher. Ce n'est pas les 400 € du camarade sur Internet, là. Hein.
Lui, c'était lumière polarisée simple. Hein. Et voilà, bon, c'est surtout pour les publications, quoi. Et puis, bon, ça nous fait plaisir, nous, de voir des jolies choses comme ça. Vous allez voir tout à l'heure d'autres cristaux. C'est de l'art. Mais ce n'est pas très, très utile. Pour un hôpital, par exemple, qui voudrait s'équiper en microscope à lumière polarisée, c'est un budget de... Alors, je vais te dire, ça, je sais très bien, parce qu'on a équipé tous les hôpitaux universitaires. Ça coûtait entre 4 et 5 000 euros quand même. Hein. C'était des chiens, ils ne nous ont pas fait de prix gros. Enfin, j'ai essayé de marchander, ça n'a pas marché. Bon. Mais avec ça, on a un très beau microscope. Hein. Un très beau microscope, très fiable. Bon, là, c'est un peu répétitif. Alors, ça, c'est la Rolls-Royce qu'on a pour les 4 000 euros. C'est la platine tournante. C'est-à-dire que donc vous avez le polariseur, l'analyseur, le compensateur que vous mettez dans la colonne, et puis vous pouvez faire tourner le cristal. Alors regardez ce que ça donne. Là, vous avez un urate qui est bien jaune quand il est parallèle à l'axe. Vous le faites tourner, il devient bleu. Alors ça, c'est... Quand c'est difficile, qu'il n'y a pas beaucoup de cristaux, c'est utile. Alors voilà, ça c'est, si vous savez ça, vous savez tout. Donc bien sûr, les deux plus importants, c'est les urates, les pyrophosphates. Les autres, à la limite, on s'en fout. Hein. Bon. Donc vous les reconnaissez par leur forme. Urate, aiguille, mais je vous ai dit que de temps en temps, les aiguilles étaient cassées, c'était des petits bâtonnets. Alors que les pyrophosphates les plus typiques, ceux qu'on cherche, sont des quadrilatères. La biréfringence, elle est forte pour les urates, elle est faible pour les pyrophosphates, d'où l'intérêt de la lumière ordinaire. Et puis le sens de la biréfringence, elle est négative pour les urates, ils sont jaunes quand ils sont parallèles à l'axe du compensateur, bleus quand ils sont perpendiculaires, et positif pour les pyrophosphates, ils sont bleus quand ils sont parallèles, et deviennent jaunes quand ils sont perpendiculaires. Voilà, il n'y a que ça à connaître. Vous avez encore un peu de courage? Ouais, je peux encore vous amuser un peu. Alors, il y a des cristaux rares. Ceux-là... Alors, est-ce que vous avez de l'oxalose primitive au Maroc? En Tunisie, j'en ai vu un certain nombre, mais j'en ai jamais vu au Maroc. Hein. Donc, il y a une maladie qui est une enzymopathie dans laquelle l'oxalate s'accumule. Et ça donne d'abord des coliques néphrétiques, avec les lithiases oxaliques que vous voyez dans la population générale. Et puis ça finit par envahir le rein. Enfin bon, ils partent en dialyse, les malheureux. Et à ce moment-là, l'oxalate se retrouve dans tous les tissus, y compris dans les articulations. Et ça donne des arthrites aiguës, des arthrites chroniques, des choses comme ça. Et donc, quand on les examine, on en a vu très peu, nous. Vous voyez ces cristaux d'oxalate qui peuvent être comme ceux que vous avez appris à voir dans les urines en PCB, en aiguille en pyramide ou en enveloppe cachetée, ou alors la forme monohydratée. Vous avez une forme beaucoup plus protéiforme, qui est d'ailleurs positivement biréfringente et qui peut poser problème. Bon, mais ça, si vous oubliez. C'est uniquement des malades en dialyse, et c'est soit des oxaloses primitives en dialyse, soit des oxaloses secondaires, notamment parce que la vitamine C est un précurseur de l'oxalate. Et il y a des centres de dialyse où, historiquement, vous savez, les dialysés sont fatigués, on comprend, c'est pas une vie très agréable. Et donc, naïvement, ils disent « Oh, c'est une carence en vitamine C ». Donc, on les bourre de vitamine C, ils font une oxalose. Donc, c'est les oxaloses secondaires. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est pas un Mondrian. Non, non. Non, non, je n'ai pas été photographier ça dans une galerie de tableaux. On a eu un cas comme ça. Ouais, il y en avait un dans l'auto-évaluation. Alors ça, c'est du cholestérol. Alors c'est des très très grandes plaques. Et dans la littérature, vous verrez qu'ils disent que c'est des plaques encochées. Ce n'est pas vrai du tout. C'est des plaques tout à fait normales, mais vous voyez qu'elles sont superposées de manière irrégulière. Donc vous avez l'impression qu'il y a un coin encoché. D'accord?
Et ça, c'est en lumière polarisée. Vous voyez que globalement, elles sont négativement biréfringentes. Hein. Vous allez me l'accorder, ça. Hein. Bon. Alors ça, ça se voit essentiellement dans les bursites rhumatoïdes. Hein. C'est des articulations, ou surtout des bourses séreuses, qui restent enflammées très longtemps. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, les polynucléaires viennent mourir où les macrophages chargés de lipides viennent mourir dans le liquide, et à ce moment-là, libèrent le cholestérol qui va cristalliser. Ce n'est pas le cristal qui va causer l'inflammation. Le cristal est une résultante de l'inflammation chronique prolongée. Et il y a des observations extraordinaires où on ponctionne une même bursite crânienne à 20 ans d'intervalle, on trouve toujours les cristaux de cholestérol, ils sont toujours là, ils ne sont pas partis. Et ça n'a rien à voir avec le taux de cholestérol sanguin. On lit beaucoup de bêtises là-dessus, hein, dans la littérature. Il y a des gens qui croient savoir et qui écrivent des trucs pas bien raisonnables. Donc ce n'est pas la peine de leur donner un fibrate ou une statine, hein, c'est pas le problème. On peut les trouver aussi dans les articulations infiltrées. Pardon ? Les articulations qui sont infiltrées. Non, je vais vous montrer ça. C'est pas ces cristaux-là qu'on voit. Hein. On voit des cristaux de cortisonique. Alors ça, c'est joli, hein. Ça vous donne envie de regarder les cristaux, hein. Ouais. Alors ça, c'est une croix de Malte. Hein. Une croix de Malte, elle est positive ou négativement biréfringente ? Ça y est, c'est le contrôle continu, là. Hein. Ne stressez pas, ne stressez pas. Vous répondez tranquillement. Hein. Alors, je vous aide. L'axe du compensateur est comme ça. Donc, dans cet axe, la croix, elle est comment ? Elle est bleue, hein. Ouais, on n'est pas daltonien, on la voit bien. Hein. Et perpendiculaire, elle est jaune. Donc, c'est une croise-voie positivement biréfringente. Aïe, 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 malheureuse, vous allez m'embrouiller déjà que j'ai du mal. Alors, si. Hein. Bon. D'accord. Alors ça, c'est des phospholipides membranaires. Vous savez, rappelez-vous vos cours de PCB, les phospholipides, ils ont un pôle hydrophobe, un pôle hydrophile. Hein. Donc quand vous les mettez dans un liquide, ils forment des micelles, hein, avec le pôle hydrophile à l'extérieur, le pôle hydrophobe à l'intérieur. Donc c'est ce qu'Antonio Reginato a appelé des cristaux liquides. Hein. C'est-à-dire que ce sont des structures qui ne sont pas vraiment solides, mais qui sont très organisées et qui dévient la lumière. Donc quand vous voyez ça, ça veut dire qu'il y a eu du globule rouge dans le coin, qui est venu se liser, généralement. C'est dans les suites des martroses. Hein. C'est les phospholipides membranaires. Ah, vous savez, on peut en faire des trucs avec un liquide. Hein. On dit... c'est ça le talent. Hein. Ouais. Ouais. C'est pas de faire le diagnostic de goutte. Ça, c'est utile. Mais après, on se fait plaisir, ce qui ne sert à rien, mais bon. Alors ça, vous allez voir des corps arrondis, mais vous ne pouvez pas les identifier. Hein. Ouais. Vous voulez dire sans polarisation. Mais ne regrettez rien, c'est juste pour le plaisir des yeux, comme on dit, parce que ça ne sert à rien. Hein. Alors, il y a quelques cas dans la littérature qui ont été publiés il y a 20 ans et ça n'a jamais été republié depuis. Alors vous savez, hein, quand vous voyez ça, il faut vous méfier. Hein. C'est un gars qui a décrit un truc qui n'existait peut-être pas. Dans les suites des martroses, alors ça, moi je ne vois pas beaucoup de sportifs, ne l'étant pas moi-même, je suis d'assez mauvais conseil. Je leur dis, bah, vous avez qu'à arrêter le sport, ça vous fait mal. Alors ça, ils n'aiment pas du tout. Hein. Bon. Et donc ils ne reviennent pas. Et dans les milieux sportifs, on connaît des inflammations post-traumatiques. Hein, ceux qui voient des sportifs, ils connaissent ça. Et une des hypothèses, c'est que les martroses donnent ces petites formations qui sont phagocytées et qui créent des arthrites aiguës. Et il y a 2 ou 3 observations dans la littérature, mais des années 70-80, hein, ça n'a jamais été republié depuis, dans lequel on a vu ces micelles en grande quantité intracellulaires dans des arthrites pour lesquels il n'y avait aucune autre cause. Donc on peut oublier, quoi, hein. Surtout si on ne voit pas de sportifs. Alors ça c'est le gras du bouillon. Hein? Hein? Eh
Eh oui, c'est de la graisse, c'est des trucs de graisse. Hein, voilà. C'est pas biréfringent. C'est donc, ça n'a rien à voir ici. C'est pour faire diversion. Hein. Mais comme je parle des lipides, je vous en parle. C'est des triglycérides, là, hein, qui forment ces petites gouttelettes lipidiques. Alors, ces triglycérides, ils sont, eux, très utiles à reconnaître. Parce que, en fait, ils traduisent une effraction du liquide de la cavité articulaire par des graisses soit de la synoviale, soit de la médulaire osseuse. Et si vous lisez le New England des années 70, j'aurais adoré vivre cette époque, c'était tellement facile, semble-t-il, de publier dans ces grands journaux. Vous verrez des grands fracas articulaires, hein, des grandes fractures articulaires épouvantables, et sur la radio standard, un niveau liquide qui sépare le sang de la graisse. D'accord? Et dans un tube à essai, de temps en temps, vous voyez ça. Hémarthrose, sang, graisse. Eh bien, ce que vous voyez dans le liquide, c'est la même chose. Vous voyez les particules d'adipocytes, enfin de fragments d'adipocytes qui sont là. Donc, quand vous voyez ça, généralement, bon, si c'est un malade qui ne parle vraiment pas votre langue, vous pouvez déduire qu'il est tombé, qu'il s'est fait mal. Hein. C'est plus facile de lui demander quand même dans l'ensemble. Hein. Et ça se voit aussi dans les ostéonécroses pour la même raison. Hein. L'ostéonécrose va mettre en communication la graisse Voilà. Alors voilà, j'aime bien les petits tableaux comme ça. Hein. Donc ça, c'est les formations lipidiques. Le cholestérol, origine, c'est les macrophages, enfin les cellules macrophagiques. Hein. Et c'est un produit de l'inflammation chronique. Ça n'est pas la cause de l'inflammation chronique. Ça se voit essentiellement dans les bursites de PR. Les croix de Malte, c'est les membranes des globules rouges avec les phospholipides, les micelles lipidiques. Et c'est quelque chose qui est en fait assez banal, parce qu'il y a toujours un globule rouge qui est venu mourir dans le coin. Hein. On en a tellement, il faut bien qu'on s'en débarrasse de temps en temps. Et puis, il y a quelques observations d'arthrite aiguë dans lesquelles ils étaient très nombreux, intracellulaires, sans autre cause. Et ça intéresse les gens qui font du sport de savoir si ça ne peut pas expliquer certaines arthrites post-traumatiques. Globules lipidiques, c'est les adipocytes, c'est des triglycérides. Hein, et ça se voit dans les traumatismes et l'ostéonécrose. J'ai presque fini si vous avez encore un peu de courage. De toute façon, là, vous êtes en train de prolonger votre nuit gentiment, hein, je sais. Bon, donc, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais vous n'allez pas les avoir dans le liquide de ponction que vous retirez à l'occasion du traumatisme. Là, vous allez avoir du sang. Hein. Mais si vous revenez 3 jours après que vous avez créé une petite hémarthrose, vous allez voir les croix de Malte. Hein. Pas dans l'immédiat, non. Non, il faut le temps que ça s'organise, tout ça. Alors ça, c'est quoi? Hein? C'est un pyrophosphate? Ça ressemble un peu à ça, sauf qu'il est très brillant. Hein. Oh là là, un pyrophosphate comme ça. Alors, je vais vous aider. C'est une de mes malades, ça. Et vous savez, je continue d'ailleurs beaucoup à m'intéresser aux insuffisants rénaux. Donc, je connais tous les néphrologues de Paris. Et bien entendu, le problème, c'est qu'ils m'envoient leur maman après. Hein. Bon. Donc, je vois une dame, mère de néphrologue, avec une nid d'arthrose sur un genou. Oh! Je lui dis, madame, je vais vous faire une infiltration. Son fils lui avait dit que j'étais quelqu'un de bien. Sans problème, je la pique, je l'infiltre. Et 3 heures après, docteur, qu'est-ce que vous m'avez fait? Elle m'appelle et tout. Elle avait un genou comme une pastèque, rouge. Et je la ponctionne, bien sûr. Je savais ce que c'était, mais d'abord, je voulais avoir l'image. Et puis, en plus, je voulais quand même avoir la bactério. Hein. Et donc, vous voyez, ça, c'est de l'hexatrione. Et regardez, toutes les cellules blanches contiennent des microcristaux. Hein. Donc ça, c'est les arthrites microcristallines post-infiltration qui sont précoces
J'en ai encore eu une la semaine dernière. Enfin, bon. Ouais, enfin, c'est pas marrant, quoi, parce que les gens vous appellent, ils vous réveillent au besoin. Enfin, bon, il faut jamais faire ça le soir, hein, parce qu'après... Bon. Non, 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 si vous les gérez bien, que vous êtes gentil et tout, vous leur expliquez. Il n'y a pas de mauvaise publicité, ça n'existe pas. Puis il y en a tellement des malades que vous savez, si on a un peu de mauvaise publicité, on dort mieux. Hein. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Bon. Et alors cette dame, je lui ai expliqué et tout, et elle était tellement contente du résultat qu'elle m'a demandé, finalement, qu'elle m'a demandé de faire l'autre genou quand même. Vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai donné un petit peu de colchicine avant, par superstition, et ça s'est bien passé. Bon. Corne, il se dit, le patron, il déconne complètement. Il a pourtant... J'ai petit déjeuner avec lui, j'ai vu qu'il n'avait pas bu, mais alors... Bon. Donc ça, c'est la même chose, c'est de l'altime. Hein? Alors, le problème de ces microcristaux, il est double, c'est de ne pas méconnaître les arthrites qui sont rares et que vous reconnaissez parce qu'elles sont très précoces. Hein. L'arthrite septique, ce n'est pas brutal, violent comme ça, c'est le lendemain ou 48 heures après, ça débute progressivement et c'est différent. Mais enfin, moi je me méfie toujours, je les ponctionne toujours pour la bactério. Mais je suis un anxieux. Alors, les dérivés cortisoniques peuvent causer ces arthrites aiguës post-infiltration. Et puis, de temps en temps, et c'est toujours à ça qu'on pense quand on se pose des questions sur un cristal isolé un peu bizarre avec corne, on va revoir la malade et on lui dit « Mais dites donc, madame, est-ce que par hasard, vous n'auriez pas été infiltrée de cette articulation il y a quelques semaines ?» Parce que les cristaux cortisoniques, ils peuvent persister plusieurs semaines. Moi, j'ai vu ça jusque 3-4 semaines après une infiltration. Hein. Donc, quand vous voyez un cristal, vous ne comprenez pas très bien ce que c'est. Puis à ce moment-là, bien sûr, 3-4 semaines après, il n'y en a plus beaucoup, hein, il y en a très peu. Vous retournez à la malade, demandez-lui, est-ce que par hasard, on ne vous aurait pas fait une infiltration? Bon, ce n'est pas fréquent. Hein. Alors, comment optimiser la recherche? Donc, le choix de l'anticoagulant, le matériel propre, hein, vous ne mouchez pas sur les lames, ça n'améliore pas. Examen peu après le prélèvement, ça c'est très très important, pour deux raisons. La principale, et vous allez voir c'est une difficulté qu'on va avoir tout à l'heure à l'atelier, c'est qu'on vous a apporté des liquides qui sont anciens. Donc les liquides anciens, il n'y a plus de cellules. Alors ça c'est embêtant. C'est embêtant pas trop pour voir les cristaux, mais par exemple pour mettre au point, parce que si vous avez un joli tapis de cellules, vous trouvez facilement le point. Et puis, quand même, notamment pour les pyrophosphates, ces petits agrégats là qu'on voit, s'ils sont dans des cellules, on y porte attention. S'il n'y a plus de cellules, bon, on se dit c'est des débris, voilà. Donc, c'est très important d'examiner pour ça, parce que ça facilite la recherche. Vous savez de toutes les façons que le compte cellulaire, hein, si vous le faites le lendemain, alors là, vous pouvez voir passer un liquide inflammatoire à un compte mécanique hein, du fait de la lyse cellulaire. C'est aussi très important pour le compte cellulaire. Étudiante puis collaboratrice polonaise Barbara Bucki, avec qui on travaillait beaucoup il y a 20 ans. Elle est repartie en Pologne où elle est très heureuse. Je ne peux pas lui en vouloir, mais je lui en veux un peu quand même. Et on avait regardé ça ensemble. On avait pris des liquides articulaires et puis on les avait laissés... on ne les avait pas examinés tout de suite et on avait fait un batch à température ordinaire, un batch à 4 degrés, la température du frigidaire, et puis un batch à moins 20, le congélateur. Et quand on regardait au bout d'une semaine, eh bien, dans la température ordinaire, ils avaient perdu beaucoup de pyrophosphate quand même. Hein, alors qu'à moins 20, ils étaient tous là. Donc, je dis ça aux attachés, c'est pour eux que j'avais fait ça, parce que vous savez qu'il y a un vrai problème pour l'examen des liquides articulaires par les laboratoires de ville. Je ne sais pas comment c'est au Maroc, mais en France, c'est un vrai problème. Donc, je leur dis, quand vous avez un liquide, vous y tenez vraiment, vous le mettez dans le compartiment
congélateur ordinaire de votre frigidaire, et vous nous l'apportez, et si ça a une semaine, 15 jours, en décongelant, on va voir les cristaux. Ils ne le font pas du tout, d'ailleurs, ils s'en foutent complètement, mais enfin bon, c'est une idée théorique. Alors, donc examen peu après le prélèvement. Prélèvement du liquide au fond du tube, quand vous faites votre visite, vous voulez ne regarder ça qu'après, allez avec la pipette Pasteur, prendre plutôt le fond du tube. C'est très logique que les cristaux ils sédimentent avec les cellules, vous allez les trouver plutôt là. D'ailleurs, Korn, qui est un grand scientifique, quand il n'en voit pas, il centrifuge même. De manière à ça sensibilise la recherche. Moi, je suis beaucoup trop feignant pour faire ça, puis je ne sais pas comment ça marche, une centrifugeuse. Bon. Examiner les dépôts de fibrine et les particules tissulaires. Voilà, alors ça, c'est une diapo de Barbara Bucchi, toujours la même. Et vous voyez, c'est dans un liquide articulaire, mais on avait retiré une petite frange synoviale, comme ça arrive. Et bien, vous voyez, c'est dans la frange synoviale qu'on a vu tous ces dépôts de pyrophosphate que vous pouvez... je crois que je l'ai tué, non? Bon, enfin, vous les voyez. Là. C'est bourré de cristaux de pyrophosphate alors qu'il n'y en avait pas ailleurs. Voilà, je crois que je vous ai complètement épuisé. Quand examiner? Comment optimiser les recherches? Ben voilà, passer du temps et s'entraîner. Vous prenez un liquide, vous êtes sûr que c'est une goutte. Un liquide, vous êtes sûr que c'est une chondrocalcinose. Vous le regardez plusieurs fois, vous vous familiarisez bien. Et puis, c'est bête comme chaud. Mais il faut continuer à s'entraîner. Moi, en ce moment, très honnêtement, j'ai un petit problème. J'ai un peu laissé tomber ça parce que je me repose trop sur corde. Puis c'est facile, quand on est patron, on dit tiens, tu regarderas ça pour moi. Et du coup, j'en vois plus assez, donc je suis moins performant qu'autrefois. Et c'est pourquoi j'ai demandé à Korn de venir, parce que c'est lui l'expert maintenant, c'est plus moi. Voilà. Présentation surtout faite avec une passion qu'on vous reconnaît pour le domaine. Non, c'était avec un grand plaisir. C'était interactif, mais la discussion est ouverte pour d'éventuelles questions. Oui, Madame Tahiri. Concernant le tube hépariné ou citraté, est-ce qu'on prend un tube hépariné normal, standard, ou bien, parce que vous avez dit quelques gouttes? Oui. Alors, si vous prenez un tube hépariné, vous allez avoir de l'héparinate de lithium, des artefacts. Donc, vous prenez un tube sec, et vous mettez 1 ou 2 gouttes d'héparinate de sodium intraveineux qui est soluble, qui n'est pas cristallisé. Le mieux, c'est de regarder directement de la seringue. L'examen des cellules et la numération cellulaire qu'on fait grossièrement à l'examen, il est valable pour parler d'un liquide inflammatoire, très inflammatoire. Alors, il faut que ce soit bien fait. Et ça, c'est mal fait en ville, souvent, parce que la numération ne peut pas se faire à l'automate. Parce que, notamment, le liquide de dilution de l'automate, tu sais ça mieux que moi, c'est je ne sais plus quel produit, qui va abîmer les cellules du liquide articulaire, qui va faire coaguler avec le hyaluronate, etc. Donc c'est une technique qu'on fait à la cellule manuelle. C'est-à-dire qu'on fait ça avec la vieille technique. Et on se sert de sérum physio pour diluer, mais pas de ce produit qu'on met dans les automates. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a tellement de variabilité. Une machine se trompe beaucoup moins que notre œil. Mais là, l'œil est nécessaire. Donc oui, si vous faites ça dans de bonnes conditions, il n'y a pas mieux pour distinguer l'inflammation du mécanique. Le liquide. Alors moi, j'aime pas le prendre entre 2 doigts, je trouve ça dégoûtant. Donc je me débrouille pour voir la viscosité autrement. Mais c'est vrai que les liquides mécaniques sont visqueux. Et puis il y a quand même l'aspect. Si vous avez un liquide dégueulasse, du pu, vous n'allez pas infiltrer quand même. Voilà. En sachant que de temps en temps, vous voyez un lait microcristallin. Ça existe dans les apatites, dans les urates, beaucoup moins dans la chondrocalcinose. Donc l'aspect général, la viscosité, c'est aussi important. Est-ce que même dans ces liquides soi-disant
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, ça, c'est une chose très importante qu'on fait beaucoup moins maintenant qu'on a l'échographie. Bon, vous allez avoir des topos sur l'échographie. C'est magnifique dans les microcristaux. Hein. Les gens parlent de l'échographie dans la polyarthrite et tout. De toute façon, il n'y en a que pour la polyarthrite en général. Hein. Mais dans les microcristaux, c'est fabuleux l'échographie. C'est fabuleux. Donc, on fait ça beaucoup moins qu'avant. Mais vous voyez un monsieur qui vous raconte une histoire, vous vous dites, c'est-il la goutte, c'est-il pas la goutte? Ah, j'hésite. Eh bien, vous prenez une aiguille et vous allez ponctionner l'articulation qui a donné un accès. Alors, il faut être un peu adroit. Et là, l'écho nous aide beaucoup, justement, parce qu'elle permet de guider. Mais même, moi, je ne fais pas d'écho, je suis d'une génération trop ancienne. Mais bon, j'ai un peu d'habitude, donc on ponctionne même la métatarsophalangienne du gros orteil. Et vous trouvez encore les cristaux. Le liquide, il n'y a même pas de liquide anormal. Vous voyez, le liquide, il est complètement mécanique. Enfin, il a un compte cellulaire un tout petit peu plus élevé d'après les études, mais enfin, il est encore largement en dessous de 1000. Et vous allez trouver les cristaux dans près de 100% des cas. Par contre, si vous ponctionnez le gros orteil contralatéral qui n'a pas été enflammé, là vous tombez à 40. Hein, parce que en fait, le fait qu'il y ait eu une inflammation montre qu'il y a eu un dépôt qui a causé le... Voilà. Donc ça c'est un truc très important hein, pour le diagnostic des affections microcristallines. Pour la chondrocalcinose, c'est la même chose. N'hésitez pas à ponctionner les articulations dans des phases intercritiques et à les examiner. C'est d'une très grande rentabilité diagnostique. Ah, attends, je fais parler la salle d'abord. Hein, moi, j'ai connu 68, donc hein, les patrons, non. Les micelles lipidiques, oui. Ce qui compte, c'est qu'il y ait des globules rouges qui se soient lisés. Ah. C'est vrai que il me semble, j'ai pas une grosse habitude, on va laisser Korn répondre. Il me semble que, mais je mets mon grain de sel quand même, il me semble que ça gêne un petit peu quand même. Mais vous mettez à ce moment-là un petit peu de sérum, vous lisez les globules rouges et vous regardez. C'est vrai que la chondrocalcinose s'accompagne d'hémarthrose. Donc quand on a une hémarthrose, ce qu'on recherche, c'est les cristaux de pyrophosphate. Et on arrive à les voir, mais quand il y a beaucoup de cellules, ça diminue bien sûr la sensibilité. Et comme dit M. Bardin, vous pouvez les liser, les globules rouges. Donc vous mettez des solutions hypotoniques, donc ça les lise, et puis après vous réexaminez le liquide. Alors dans les urines, vous n'allez jamais voir d'urate. Hein, parce que, ça j'en profite, ça c'est un de mes... Enfin, je rumine ça régulièrement parce que je pense que c'est très important. L'acide urique est un acide faible. Il est en équilibre avec l'urate de sodium. pH au-dessus de 6, vous avez de l'urate de sodium. L'urate de sodium cristallise très très lentement. C'est pourquoi il faut une longue période d'hyperuricémie avant de voir des dépôts dans les articulations. Et plus l'hyperuricémie est forte, plus elle est longue, plus vous allez avoir une chance de faire la goutte. Par l'échographie, on sait maintenant que même quand il n'y a pas de goutte clinique, il y a une phase de dépôt asymptomatique. Hein, voilà. Donc ça, c'est les articulations. Dans les urines, vous avez des urines alcalines. L'urate de sodium, il ne peut pas se former, hein, parce que quand même, on va tous pisser 2-3 fois par jour minimum. Hein. Donc il faut des années pour que ça se forme. Un syndrome de Lesch-Nayan, les premières crises, elles sont à 12-13 ans et souvent plus tard. Il faut des années. Donc vous n'avez aucune chance de voir de l'urate de sodium dans l'urine parce que l'urine est trop fugace. Par contre, si le pH est bas, en dessous de 6, à ce moment-là, vous pouvez avoir, c'est l'acide urique qui prédomine. Et à ce moment-là, la cristallisation est rapide. Et donc, vous pouvez, et les lithiases rénales, c'est des lithiases d'acide urique, pas d'urate. Hein. Et c'est très important parce que ça veut dire, pour la compréhension de la lithiase urique, que ce qui compte, c'est la concentration dans l'urine
d'acide urique, vous êtes d'accord? Donc ça dépend de l'acide urique filtré, donc de l'uricémie. C'est pour ça que l'hyperuricémie est un facteur de risque de lithiase. Ça dépend du volume urinaire, bien sûr. C'est pour ça que quand on donne un uricosurique, on dit aux gens buvez beaucoup. Hein. Et ça dépend aussi du pH. Et quand vous avez quelqu'un qui a fait des lithiases uriques ou à qui vous donnez un uricosurique, apprenez-lui à se servir de la bandelette urinaire et à alcaliniser ses urines si par malheur son pH est inférieur à 6, ce qui est assez fréquent dans la lithiase urique. Hein. Vous savez, la lithiase urique, même sans la goutte, c'est des mangeurs de viande, ce qui ne joue pas tellement pour l'acide urique, mais ce qui joue beaucoup pour le pH urinaire, à urine acide. Voilà. Alors donc, vous ne verrez pas dans les urines de cristaux d'urate, mais vous avez très souvent des rapports de CBU qui vous disent quelques cristaux d'acide urique, hein, bien sûr. Vous avez tous vu ça. C'est normal. Est-ce que tu vois des cristaux d'hydroxyapatite dans le liquide articulaire? Alors, les cristaux d'apatite sont vraiment ultra microscopiques. On ne les voit pas, même avec la lumière polarisée, dont vous avez vu qu'elle augmentait un peu la sensibilité de la dépistage des cristaux uratiques. Donc, si vous voulez les voir, vous utilisez la microscopie électronique, ce qui en pratique est épouvantable parce que vous avez le résultat un mois après, quoi. Alors le malade, il a eu le temps de mourir d'arthrite septique dans l'internat. Bon. On peut faire, et Korn fait ça encore, une coloration du liquide par le rouge alizarine. Le rouge alizarine, c'est un colorant du calcium qui va vous colorer les amas d'apatite. Amas d'apatite qu'on peut voir, bien sûr, à l'examen ordinaire, mais qu'on a beaucoup de mal à... c'est pas du tout spécifique, c'est un espèce de truc dégoûtant, enfin pas dégoûtant d'ailleurs, mais un peu arrondi, un peu irrégulier. On ne sait pas ce que c'est que ce truc. Donc là, on va voir ces amas colorés en rouge. Et à ce moment-là, c'est Hernando Pol, qui est un Vénézuélien qui travaillait chez Schumacher dans les années 78, qui a mis ça au point avec Ralf Schumacher. Et c'est assez pratique, mais ce n'est pas spécifique. C'est-à-dire que tous les corps calciques vont être colorés, y compris les cristaux d'oxalate, les cristaux de pyrophosphate. C'est un colorant du calcium. Hein. Les petits débris, les petites esquilles osseuses des synoviales poubelles, des arthroses, etc., vont être colorés aussi. Hein. Donc, Hernando avait développé ça comme une technique de dépistage pour screener les liquides pour l'électronique. Moi, j'ai fait des siestes inénarrables au microscope électronique parce que vraiment, on s'endort tout de suite. Hein. On est dans le noir, c'est embêtant comme tout. Mais j'ai passé des après-midi entières quand j'étais chez Schumacher, ensuite comme chef de clinique, en microscopie électronique. On ne peut pas faire ça pour tous les liquides. Donc l'avantage du rouge alizarine, c'est comme ça que ça avait été fait, c'est que ça vous sélectionne le liquide sur sang où vous pensez qu'il peut y avoir de l'apatite, et celui-là, vous le regardez bien. Bon, maintenant, plus personne fait de l'électronique. Et surtout, la pathologie intra-articulaire à apatite, elle est tout à fait passionnante, mais on n'y arrive pas, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y a la moindre suspicion d'érosion de l'os sous-chondral, vous avez des cristaux d'apatite qui viennent de l'os sous-chondral et c'est complètement asymptomatique. Donc il vaut mieux utiliser des outils comme l'écho, la radio pour voir les dépôts microcristallins. Et personnellement, moi, je ne me sers plus du rouge alizarine. Mais Korn en fait encore un peu. Voilà. Parce que quand même, quand il y a des... On avait fait ça encore une fois avec Barbara Albuquy, on avait regardé 100 liquides. Et c'est vrai que quand le liquide est fortement positif en rouge alizarine et qu'il n'y a pas de pyrophosphate du tout, à ce moment-là, il y a une forte présomption, mais pas de certitude, une forte présomption d'avoir de l'apatite. Mais la question du clinicien à ce moment-là, c'est d'où vient cette apatite. Et généralement, par exemple, chez les dialysés, j'avais regardé, vous savez que c'est une de mes autres passions, et en fait, je suis allé à la dialyse pour les cristaux. Et quand on regarde
la meilleure corrélation des cristaux d'apatite dépistés alors par alizarine puis microscopie électronique chez les dialysés, c'est la destruction articulaire. Hein. Donc c'est complètement aspécifique de trouver de l'apatite dans un liquide articulaire à partir du moment où on n'est pas sûr que l'articulation est complètement intacte. Et comment être sûr? Alors je pense qu'à ce moment-là, il vaut mieux le mettre dans un tube et l'empêcher de coaguler. Sans ça, vous allez avoir du mal après, pour peu que le liquide coagule facilement, ce qui n'est pas tous les liquides. Hein. Pour la cellularité, donc ça, il n'y a pas de réponse possible, hein, il faut l'examiner dans la journée. Pour les cristaux, bon, si vous le regardez le lendemain, nous on le met au frigidaire, on le regarde facilement le lendemain, éventuellement 2 jours après, il n'y a pas trop de problème. Et si vous êtes vraiment éloigné, vous le congelez et vous l'apportez. Hein. Même à 14 jours, tous les cristaux sont là encore. Hein. Voilà. Alors, oui, voilà, je voulais vous dire une chose. Par contre, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est mettre le liquide sur une lame, mettre le la lamelle dessus, et puis le laisser comme ça, même si vous le scellez comment ça s'appelle le truc qu'on met sur les ongles, là, les femmes? Au vernis. Hein. Alors, ça, c'est une tentation, hein. Les femmes qui ont toujours un peu de vernis à ongles dans leur sac, n'est-ce pas? J'ai une vision très biaisée. Mettre un petit peu de vernis en se disant, comme ça ne va pas se déshydrater. Bon, d'abord, le vernis, il n'y a rien de plus biréfringent, c'est une horreur absolue. Et puis, ça n'empêche pas de se déshydrater. Et ce qui se passe quand vous laissez un tube trop sur la paillasse, a fortiori sur un liquide sur une lamelle, c'est que la déshydratation fait que vous avez beaucoup d'artefacts. Alors vous allez voir, c'est très joli d'ailleurs, je vous conseille de le faire rien que pour regarder, vous allez voir une vraie forêt, qui sont probablement des cristaux de chlorure de sodium qui se forment par l'augmentation de la concentration ionique, et puis vous voyez des cristaux d'acide urique, là pour le coup, hein, parce que ça se déshydrate. La concentration en acide urique augmente, le pH baisse parce qu'il y a la lisse cellulaire, etc. Et vous voyez des artefacts. Donc ne regardez jamais un liquide qui est resté dans des conditions qui font qu'il se déshydrate. Hein. Alors, oui. Alors la goutte des diurétiques, d'abord, je fais une toute petite diversion. La goutte des diurétiques, dans 50% des cas, c'est la goutte normale, hein, la goutte habituelle. Dans 50%, c'est une goutte d'emblée toffacée quand vous la découvrez. Hein. Donc, examinez-les bien pour vérifier qu'il n'y a pas un tophus quelque part. Et c'est souvent des tophus des doigts. Hein. Moi, la première que j'ai vue, c'est M. Rigvart qui m'a appelé, qui m'a dit « Regardez ça, Bardin ». C'était une dame qui avait un tophus translucide. Elle n'a jamais fait de goutte. Qu'est-ce que c'est, etc. On a mis une aiguille, on a vu que c'était plein d'urate. Et ça a été très bien décrit par le groupe de Paul Dieppe. Hein. Et vous savez qu'il y a toute une littérature sur le fait que les dépôts d'urate sont favorisés par l'altération du cartilage, par exemple dans les arthroses digitales. Hein. Et ces gouttes des diurétiques, c'est un diagnostic différentiel de l'arthrose digitale. En fait, c'est souvent associé à l'arthrose digitale, et les gens pensent que, les médecins pensent que c'est des nodosités d'Eberden ou de Bouchard, et en fait c'est des tophus. Hein. Donc vous avez 50% des gouttes tophacées qui se présentent avec des tophus des doigts, alors même qu'elles n'ont jamais eu d'inflammation arthritique. Hein. Alors, sans ça, ben, vous faites comme pour toute suspicion de goutte, c'est-à-dire qu'actuellement, on commence par une échographie. Hein. Alors nous, on fait les avant-pieds, surtout le MTP et le genou. On a Sébastien Ottaviani qui est maintenant à Bichat, mais qui a travaillé longtemps chez nous, et on a fait avec lui tout ce travail exploratoire, donc ça prend 10 minutes. Hein. On sait que de faire les mains, peut-être dans les gouttes des diurétiques, il faut faire les mains d'ailleurs, parce qu'il y a une... Mais voilà, donc vous faites ça. Et puis sans ça, vous cherchez
le cristal dans l'articulation qui a été enflammée même il y a un an. Hein, vous allez trouver le cristal. Si vous voulez, le problème est toujours le même dans les arthrites microcristallines. C'est que pour qu'une technique d'imagerie vous mette en évidence le dépôt, il faut que le dépôt soit déjà suffisamment important. Hein. Donc on sait, même dans la chondrocalcinose, qui est pourtant très dépistable par les radios, que l'échographie est plus sensible que la radio. Hein. Mais ce qu'il y a de plus sensible, c'est l'examen du liquide articulaire. Hein. Quand on regarde une goutte certaine par l'examen du liquide articulaire récente, on ne voit des dépôts échographiques que dans un cas sur deux, alors qu'on les trouve dans le liquide. Donc vous avez ça en tête, vous vous dites, bon, je vais recommencer les techniques d'imagerie parce que c'est moins traumatique pour le patient, mais je sais que si ce n'est pas positif, il va falloir que j'aille jusqu'à l'étude du liquide articulaire. Bon, ça j'ai tout un topo sur la propreté des dialysés que je vous ferai bien volontiers si vous voulez. Mais en ce qui concerne la goutte, la goutte persiste quelques mois ou années, selon l'importance des dépôts, en dialyse. Mais je dis toujours de manière cynique, mais ce n'est pas cynique, c'est pédagogique, que la dialyse, c'est la meilleure façon de guérir la goutte. Hein, pas la plus agréable pour le patient, mais ça marche à tous les coups. Parce que l'acide urique est très facilement diffusable. Hein. Donc, vous commencez à la dialyse avec des uricémies à même 150 mg, à la fin de la dialyse, l'uricémie, elle est à 0. Le problème, c'est qu'après, elle va remonter. Hein, parce que tout part dans les bains de dialyse. Et comme les cristaux d'urate mettent très longtemps à se former, comme je vous l'ai dit, mais diminuent, se dissolvent assez rapidement, même si, parce que vos dialysés, c'est des uricémies pré-dialyse qui sont élevées. Si vous la faites à la fin de la dialyse, l'uricémie est au contraire très basse. Mais dans les 3 jours, ça suffit pour remonter. Hein. Mais le fait d'avoir comme ça, de temps en temps, une uricémie extrêmement basse, ça dissout les dépôts et en quelques mois, les gens sont nettoyés. Il n'y a plus de gouttes. Hein. Donc, tout dépend. Si c'est en début de dialyse, ça peut encore être la goutte. Mais si c'est après 1 ou 2 ans de dialyse, c'est autre chose. Et quand même, le grand cristal qui se dépose chez les dialysés, c'est le phosphate de calcium, c'est l'apatite. Hein. Alors, moi, je ne connais qu'une situation, j'ai besoin de ponctionner pour avoir le diagnostic. Hein, parce que les cristaux d'urate, bien sûr, s'il y a un tophus, vous l'avez encore plus facilement dans le tophus. Hein. Je n'aime pas évacuer les tophus, bon, sauf quand peut-être vraiment on sent qu'ils vont se fistuliser, qu'ils sont très liquidiens, peut-être, mais à ce moment-là, de grâce, n'évacuez pas en position d'éclive. Hein, vous passez toujours par le haut, sans ça vous allez laisser une fistule. Hein, parce que ça se fistulise très facilement. Et je fais... Alors, j'en profite pour faire de la pub, tu me permets, hein. Le 2e samedi d'octobre, d'habitude c'est le 1er samedi, on fait une journée de la main, qui est une de mes autres passions. Hein. Cette année c'est le 2e. Et je me suis collé comme sujet, faut-il opérer les tophus? Donc je vous répondrai en octobre. Mais en pratique, c'est une chirurgie délicate, hein, qui pose des problèmes ensuite de couverture cutanée. Et l'avantage par rapport au traitement hypouricémiant, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Mais un traitement hypouricémiant, plus vous baissez l'uricémie, plus vous allez faire disparaître rapidement les tophus. Donc moi, j'incite beaucoup mes patients à la patience. Je leur baisse l'uricémie vraiment très bas pour que ça se dissolve très vite. Et j'essaye de ne pas toucher à ces trucs-là, même si M. Rigvart m'avait bien appris que ça se surinfectait exceptionnellement. D'abord, j'espère que tout le monde a été intéressé et contrairement à ce que tu penses, on ne dormait pas du tout. Venir un samedi pour t'écouter, c'est vraiment que ça nous intéressait absolument. Et je crois que le côté pratique est vraiment fondamental. Et ce que nous avons appris sur les microcristaux, sur la pathologie microcristalline, et je crois majeure. Et je voudrais simplement rappeler quelque chose que les gens du service connaissent, ont vécu très récemment, pour insister sur l'importance de connaître cette pathologie et de ne pas passer à côté, si je peux utiliser un mot très... Nous avons eu, il y a quelques semaines ou quelques mois, j'ai souvent plus la notion du temps... Monsieur Chirac.
Non, pas du tout. Un patient, un homme. Oui, c'est vrai, mais c'est pas lui, non, non. Un patient qui est venu nous voir, envoyé après l'ablation de ce qui a été considéré comme tumeur, et je dis bien tumeur, des doigts, je pense que tout le monde va reconnaître, en tout cas ceux du service, qui a eu une tuméfaction d'un doigt. Il a été amputé par un de nos collègues chirurgiens. La tumeur est réapparue sur l'autre doigt. On lui a enlevé le deuxième doigt. Je vous assure que c'est authentique. Et ensuite, quand la tumeur est réapparue sur le troisième doigt, on s'est dit, bah, écoutez, cette fois-ci, il faut peut-être le montrer à un rhumatologue. Et arrivé en rhumatologie, c'était une goutte. C'était des toffis. Et ça, c'est vraiment lamentable. Et je crois que vraiment, on n'a pas du tout... D'abord, c'est épouvantable de voir que dans notre pays, ça peut arriver. Je ne sais pas si ça arrive encore ailleurs, mais c'est simplement, c'est plus qu'un crime. J'ai pas de mots pour qualifier ça. C'est une faute. C'est plus qu'un crime, c'est une faute. Et vraiment, je voulais le rappeler parce que ça montre que la connaissance de la pathologie microcristalline est absolument majeure, que la goutte, qui pour les jeunes paraît tellement banale, ce n'est pas banal, c'est encore extrêmement important. Et nous avons des collègues du Vietnam en particulier, tu te rappelles, qui nous avaient montré aussi des formes épouvantables de gouttes absolument sévères, historiques. Et en Afrique, absolument, oui. Que ça n'existe pas. Ne croyez pas que la goutte n'existe pas en Afrique subsaharienne. Ils ont des gouttes terrifiantes, hein, et pas seulement dans les villes. Oui. Voilà. Ceci dit, si je peux me permettre, oui. Je pense que les meilleurs orthopédistes sont ceux qui collaborent avec les rhumatologues. Mais je pense aussi que les meilleurs rhumatologues sont ceux qui collaborent avec les orthopédistes. Et il est extrêmement important que nos deux disciplines collaborent. Et tu sais que les staffs médico-chirurgicaux, qui sont, moi, la base de ma pratique, hein, les réunions multidisciplinaires, c'est M. Dossez qui avait inventé ça. Oui, mais je me rappelle très bien. Nous avons essayé à plusieurs reprises. On désespère pas. Ça s'est toujours arrêté à cause des orthopédistes, oui. Mais on a toujours réessayé, donc je crois qu'il faut continuer. Voilà, absolument. En tout cas, avant de laisser les présidentes clôturer la séance, je voulais remercier encore d'abord vous d'être là aujourd'hui. On va passer à la pratique tout à l'heure, après une pause café. Et puis je voudrais remercier ceux et celles qui se sont investis dans l'organisation de cette journée des contacts, de contacts avec la faculté, particulièrement le professeur Hanan Kane, qui a beaucoup travaillé dans ce sens-là et qui nous a beaucoup aidés. Le professeur Allali, j'en ai parlé tout à l'heure, elle s'occupe de l'agence, elle est allée voir si la pause café se passait bien, elle s'est occupée également de l'accueil de nos invités aujourd'hui et c'est un vrai plaisir de les recevoir. Et puis bien sûr le docteur Souad Aktao, qui fait partie de l'équipe de nos brillants échographistes, avec le professeur Rachid Baheri. Et cet après-midi, on parlera d'ailleurs d'échographie. Elles sont des images superbes. Je dois dire que je suis très, très fière d'elles parce qu'elles font un travail absolument magnifique, splendide. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup, avec beaucoup de correction et d'humilité, et je crois que c'est devenu suffisamment rare aujourd'hui pour qu'on en parle. Et bien sûr, le professeur Rachid Baheri qui sera avec nous cet après-midi, je pense. Oui, très bien. Et puis, alors, je parlerai des autres l'après-midi. Et merci aux présidentes, Samira Rostom, Bouchra Amin, agrégée du service. Et puis, je parlais tout à l'heure de ma famille, ce sont aussi mes filles. Hein, donc, voilà. Bah, écoutez, je crois que vraiment, je vais remercier toute la famille et puis tous ceux qui sont là. Je vois nos collègues, le docteur Hassani, je vois l'équipe également d'Ornitra, tous les collègues d'Ornitra, Zahra Bzed, qui, mon Dieu, ça nous remonte à... Hein, c'est vraiment de très, très beaux souvenirs. Je ne vais pas vous citer tous, mais vraiment merci d'être là. Et je crois que vraiment l'esprit d'aujourd'hui est extrêmement cordial et détendu. Et je suis persuadée que ça continuera toute la journée comme ça. Merci infiniment Thomas pour cette très belle présentation. On a envie de réécouter. Peut-être qu'on passera à une autre prolongation de l'écoute des microcristaux. Et après la pause café, nous passerons au volet pratique avec le docteur Angkorn Ea. Je l'ai bien dit ? Voilà, avec lequel j'espère aussi que nous commencerons avec vous tous les deux une longue collaboration sur les microcristaux. Merci encore.